Merci d'être là. Merci à toi de m'inviter, avec grand plaisir. On va entendre ta parole, tes mots, des mots que tu vas poser sur ton mouvement, sur la danse. Tu commences par te présenter. Comment tu te présentes? Je m'appelle Mourad Boyad, je suis un danseur chorégraphe et je travaille pour devenir comédien. Euh, C'est pas mal déjà, ouais, danseur, déjà, bon, chorégraphe, ça fait beaucoup de choses, mais professeur certifié de ouais, Gaga. professeur de Gaga, parisien, bobo de gauche, je sais pas, Enfant de plein de la petites balle. choses. Enfant de la balle, ouais, mes parents artistes. Euh, j'ai fait un peu le tour du monde, j'ai vécu en Israël, j'ai dansé avec la Batsheva. On va en parler, hein. Ouais, on va Forcément, on parler va de plein de dérouler trucs. tout ça. Ben voilà, donc Et quand on voilà. est enfant de la balle, on est forcément artiste, tu crois ou pas? Pas du tout. Je pense que c'est des vocations qui se créent ou pas. Moi, j'ai un grand frère qui est donc le fils des mêmes parents et qui ne fait pas du tout ce métier. Ouais. Qui s'en est écarté naturellement très vite. Parce que c'est qui tout double en fait. C'est une vie qui est quand même très spéciale, très particulière, qui nécessite énormément d'engagement et de traverser beaucoup de difficultés, de conflits. Donc c'est pas donné à tous. Et puis voilà, c'est vraiment une question de passion. C'est-à-dire, soit on a le choix, soit on l'a pas. Donc, voilà. Et toi, tu as été appelé par la danse. Moi, j'ai suivi ma mère qui était prof à l'école de Chaillot quand j'étais petit. Donc j'étais dans Chaillot dès l'enfance. J'ai C'était dansé. ta maison. C'était s'il y a quelque chose ouais, j'ai quelque chose d'intime avec Chaillot. C'est marrant qu'on se soit rencontrés là-bas d'ailleurs. Les incidences. Ouais, c'est vrai. Et t'as dansé il n'y a pas si longtemps en plus à Non, Chaillot. ouais, dans le cadre du festival caritatif, on danse chez vous, numéro 3 de Mehdi Kerkouch. Ouais. Non, donc, comment dire, ouais, j'ai été plongé dedans assez tôt. J'ai découvert la danse par le hip-hop, moi. Ma mère était professeure de danse contemporaine, mais chorégraphe et danseuse. Aussi danseuse classique avant. Moi, c'est vraiment le hip-hop qui m'a pris dans le stage Festival d'Arc de Châteauroux, dans lequel maintenant je suis professeur, qui se tient cet été du 7 au 19 août d'ailleurs. Voilà, c'est là que j'ai découvert le hip-hop avec Dominique Lesdema, Dominique Lisette, et que ça a commencé comme ça vers 5-7 ans, mais jeune. Mais j'ai toujours pris ça en détente, disons, sans ambition d'en faire mon métier, et ça m'est venu beaucoup plus tard, la vocation. Et c'était quoi l'appel quand tu dansais? Qu'est-ce qui se passait? Hmm. Je pense que pour moi, danser, c'est presque une autre langue, ma deuxième langue maternelle. C'est vraiment juste un moyen d'expression extrêmement naturel, animal, nécessaire. Donc évidemment, ça me permet voilà, comme pour beaucoup, ça permet une catharsis très efficace, quoi. C'est des moments où on ne peut plus parler, où les mots, le texte, écrire, ça ne suffit plus. Et le corps exprime les choses. Je pense que je l'ai vécu depuis l'enfance, ça. Et ça, c'est ce que tu trouves et que tu trouves pas ailleurs. Tu le trouves dans la danse. Je pense on peut le trouver dans plein de choses. Les musiciens le trouvent quand ils sont... En fait, les sportifs le trouvent quand ils sont dans le flux. Cette espèce d'endroit... Alors nous, c'est plutôt sur le plateau, souvent, tu sais. Euh, Ouais, c'est la zone, ce que les gens appellent la zone, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un endroit où on se perd un peu, où on est en flottement entre une ultra-concentration et une perte de conscience du temps, une espèce sas de décompression entre le temps présent, le futur, le passé, toute cette espèce d'étalement qui se vit. Voilà, c'est très nourrissant, il y a énormément de chimie là-dedans aussi, je pense, dans le cerveau. Enfin, c'est des choses qui font du bien, quoi. Mais tu arrives à mettre des mots assez précis hein, sur ce que tu vis. Tu l'as décortiqué ou, tu vois, parce que c'est pas forcément Évident. évident pour tous les danseurs de mettre des mots aussi précis sur ce moment. Alors c'est parce que j'écris beaucoup, j'écris de la poésie surtout, et je viens d'un environnement assez aussi lettré, même si j'ai commencé par le hip-hop, etc. Je suis pas dans un environnement... voilà, j'ai vraiment une culture littéraire assez profonde. T'aimes Donc les mots? j'aime les mots, je les aime beaucoup parce que c'est pour ça que je veux devenir comédien aussi. C'est parce que maintenant, il y a une étape supérieure pour moi qui est aussi de combiner tout ce que j'ai pu expérimenter physiquement et pouvoir parler en plus. Parce que quand même, voilà, il y a quand même encore plus de richesse, encore plus d'imaginaire quand on peut utiliser les mots.
Tu pourrais utiliser les mots dans la danse. Je le fais dans mes créations. Ma première, pour l'instant, et unique réelle création globale que j'ai faite, c'est un trio qui s'appelle For the Hungry Boy, que j'ai produit à l'Institut du Monde Arabe lors du festival Arabopholis de 2021, en juin 2021. Et dans cette pièce, il y a du texte. Et au 104, sinon, t'avais pas été... Au 104, j'avais lancé un nouveau processus. Il y a aussi du texte en anglais. Quand j'avais écrit, ça c'est un processus que j'essaye de relancer d'ailleurs avec Chaillot. Toujours Chaillot, revenir à Chaillot. Ouais, j'essaye d'aller les voir pour ça. Non, c'est un autre processus qu'on avait fait avec Paul Lamy, mon collaborateur, au 104, qu'on appelait Enhanced, mais les mots vont changer. Quelque chose sur l'écologie, sur la nature, avec un discours et une espèce de métaphore entre une relation de couple et la relation entre la planète et les humains. Et c'est sous le projet ACNO Voilà, ça c'est la compagnie ACNO, qui est pas extrêmement active avec le Covid, etc. Mais on l'a créé en 2020, donc évidemment on était en plein dedans. Et on a pu faire, voilà, on a fait une production, on a lancé le début d'une autre production et on attend de reprendre tranquillement là. Entre-temps, moi j'interprète pas mal de choses, donc je joue à droite à gauche et j'enseigne. Ok, alors tu disais que tu avais commencé la danse avec le hip-hop, mais c'est pas forcément le langage que tu as choisi sur la durée en tant que danseur. Alors, c'est le langage... Alors, comment dire ? C'est-à-dire que c'est un environnement, le hip-hop, qui est très particulier. Et la culture hip-hop, moi, c'est la mienne. Et en même temps, je me suis détaché très rapidement de ces limitations. C'est-à-dire que dans l'environnement hip-hop, il y a les battles, il y a des catégories, il y a des classes. Et moi, je refuse les frontières esthétiques. Et donc, je voulais danser libre dès le début. Et très rapidement, mon hip-hop avait une forme très hybride qu'on allait catégoriser comme expérimentale. Ça m'intéresse pas, l'abstract, etc. Ça m'intéresse pas. Moi, je maîtrise pas mal de choses dans le hip-hop. Il y a plein de choses que je maîtrise pas non plus. Mais je danse. Et dans le contemporain, il y a la place pour tout, en fait. Finalement, la danse contemporaine, c'est la danse d'aujourd'hui. Et donc, la danse d'aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Et moi, c'est ce que je voulais faire. Danse libre. Ça veut dire quoi, ça, danse libre ? Je sais pas si ça veut dire grand-chose. C'est-à-dire que si moi, je peux mettre de... Non, fais juste pas... je le frotte, pardon. Ouais, voilà. Pardon, excuse-moi. Donc, pour reprendre, danse libre. Ouais. Non, c'est vraiment cette rupture entre les esthétiques qui m'intéresse. Donc, enfin, pardon, le contraire, parce que je reprends ça. Donc, danse libre, non, c'est effacer les frontières entre les esthétiques. C'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est... Voilà, le hip-hop, j'ai commencé avec le jazz rock, donc du footwork, avec aussi les patins, comme Michael Jackson, avec les vagues, le smurf. Et ça, ça, c'était mon expertise. Après, j'ai touché à plein d'autres éléments du hip-hop. Donc, j'ai fait ma sauce. Maintenant, les gens croient que j'ai fait du classique. J'en ai jamais fait de ma vie, mais j'en imite une partie parce que j'ai traversé les gagas. Et j'ai fait la bachata, donc j'ai une technique particulière. Bon, donc juste danser libre, c'est danser ce qu'on est, quoi. C'est avant tout la sincérité. Et alors, t'es quoi ? Du travail. T'es quoi ? Je suis quoi Tu dis c'est danser ce qu'on est. Ah. Non, je sais pas s'il suffirait d'un podcast pour... non, je suis moi, Mourad Boyad, j'ai commencé comme ça, c'est tout. Ouais. Voilà. Chaque danseur est unique. Et toi, t'as choisi de te former et de faire le CNDC d'Angers. Ouais. Le Centre national de la danse contemporaine d'Angers, sous la direction de Robert Swinston à l'époque, de Claire Rousier. Et c'était une expérience très forte, hein, ça m'a vraiment lancé, quoi. J'étais dans un moment de ma vie où j'allais donc j'avais 23 ans, je commençais à me dire il faut que je danse. Je partais soit en compagnie avec Laura Scozzi, dans le travail hip-hop contemporain, très intéressant, soit à l'école. Et j'ai un moment où j'ai eu un choix à faire. Et je me suis dit que même malgré mon âge avancé, il fallait passer par une formation pour comprendre ce qu'était le milieu et pas immédiatement me plonger dans le professionnel qui allait peut-être justement me fermer des portes, en fait. Et donc c'est au cours de cette formation que j'ai pu rencontrer la danse israélienne par une danseuse, Michal Saifan, qui est venue nous enseigner. Et dont je suis tombé amoureux. On va tout savoir. Voilà, et tu l'as suivi. Et que j'ai suivi ensuite à la fin de mes études en Israël. Et pourquoi tu as choisi le CNDC ? On reviendra après tes amours. Non, le CNDC parce que, alors, sans
En étant tout à fait honnête, même si c'est déjà une école de très grande renommée, c'était le dernier truc disponible au moment où je me suis réveillé. C'est-à-dire qu'on était en 2000... Mais c'était pas mal. C'est le hasard de la vie bien. a J'ai bien eu fait beaucoup les de chance, choses. mais c'était en février, au moment où je faisais des stages à droite à gauche et que j'ai rencontré une personne qui m'a dit t'as du talent, t'as 23 ans, il faut que tu fasses une formation. Et ce qui restait de disponible comme audition cette année-là, j'étais à une semaine de la fin des inscriptions pour ça. Donc c'était la seule qui était disponible. J'ai fait et j'ai eu énormément de chance d'être pris. Ça a changé ma vie. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça a changé ta vie? Donc une ouverture sur d'autres danses, sur d'autres langages. Une culture, puisqu'il y avait une formation théorique assez approfondie qui embêtait certains danseurs. Pour le coup, moi, ça m'a vraiment aidé à me placer. Dans le panorama. Voilà, parce que malgré le fait que je sois un enfant de la culture, mes parents m'amenaient pas trop, enfin j'ai pas vu énormément, j'étais pas sûr de ce que était, j'avais des bases de connaissances de ce qu'était la danse contemporaine en partie. Donc tu t'es nourri de culture de danse, mais pas que d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est une ouverture sur plein d'autres choses. Et là, il y a vraiment une très belle formation théorique avec des intervenants très intéressants. Donc on a eu, j'ai vraiment pu me dire, ok, ça j'aime pas ce mouvement-là, j'aime ça, je veux faire ci, je veux être là. Et ça aide après pour construire sa carrière. Alors les révélations, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as découvert T'es tombé amoureux de quoi? J'ai compris que donc, le texte faisait déjà une grande partie de la danse contemporaine dans ce que les gens décrivent. J'avais compris que moi je voulais de la virtuosité, qu'il y avait des grands courants de danse avec beaucoup moins d'efforts entre guillemets, beaucoup moins de technicité, beaucoup moins de choses impressionnantes. Moi j'ai gardé aussi ça du hip-hop. Il y avait quelque chose de la performance qui était important pour moi. Je me sens mal à l'aise de vendre un ticket danse s'il n'y a pas une expertise, quelque chose d'impossible à faire. Enfin, en tout cas, qui demande énormément de travail pour être fait. De montrer la puissance du corps. De montrer l'exigence du travail, parce qu'on ne s'est pas donné à tout le monde. Donc, alors, le podcast s'appelle Tous dansent. Et pourquoi pas? Moi, je veux bien... Non, c'est-à-dire que philosophiquement, oui, le moindre geste est une danse, mais être danseur, c'est un métier extrême. Non, mais j'en suis convaincue. Après, le tous danseur, c'est plutôt un appel à être face à la vie, tu vois. Être tous danseur de sa vie. C'est ça que j'ai envie de porter, tu vois. Très joli. Et tous danseurs aussi. Les passerelles entre les danses. Bien sûr, rassembler. Il y a un côté l'injonction à rassembler. Mais même, c'est-à-dire que même moi, j'adore travailler avec les amateurs. Mais il faut bien distinguer voilà. Mais j'en suis convaincue. Moi, je le dis pour les auditeurs. Je le dis pour les auditeurs. Il y a une tendance aussi à dire ouais, mais tout le monde peut. Mais non. On travaille pendant des années pour ça. Et là, tu deviens freelance. Alors, tiens, je te coupe encore. Je suis méchante, hein, mais là non plus, t'as pas le droit. Tu tiens le micro comme ça et tu bouges plus. Excusez-moi. Pardon, la question. Ouais, non, tu deviens freelance à la suite de ces 3 années au CNDC. Ah alors, oui, voilà. Non, 2 années. Alors c'est 2 années, ouais, 2013-2015. Et je pars en freelance en Israël, direct. Donc je pars en Israël complètement fou, parce que je suis un arabe déjà d'une part. Donc c'était assez spécial, parce que c'est un pays avec une politique très particulière. Donc... j'ai passé du temps à l'aéroport. Non, voilà, j'ai vécu là-bas 3 ans en Israël, à Tel Aviv, 2 ans en freelance. Et la dernière année, j'ai été pris à la Batsheva, ensemble, la jeune compagnie. Donc les 2 années de freelance, j'ai pu travailler avec Hillel Kogan, We Love Arabs, que je joue encore, qui est absolument génial. Et Yal Dadon, avec qui j'ai fait la première création de sa compagnie Soul Dance Company, qui est en train de grossir énormément. Et j'étais vraiment à l'origine j'étais avec lui au tout début, donc c'est assez merveilleux de le voir grandir. Et on est toujours évidemment en lien. Et sinon, je travaille Ido Feder, j'ai fait des plans un peu dans tous les sens, évidemment là-bas. Et j'enseignais le hip-hop. Attends, t'enseignais le hip-hop en Israël. Oui. Et donc, tu essayais de multiplier les apprentissages, les rencontres avec les chorégraphes israéliens. Voilà, ça s'est fait naturellement parce que j'étais... donc mon amie de l'époque que j'ai suivi, Michal Saifan, elle était une ex-danseuse de Batsheva, elle enseignait le gaga partout, etc. Moi, j'avais les portes ouvertes à la Batsheva, ce qui m'a aidé énormément. Pendant mes années de freelance, je prenais les cours avec Oad, de gaga, les cours de la compagnie, etc. Donc, je rencontrais énormément de monde, évidemment. Donc, j'enseignais le hip-hop parce que ça me faisait plaisir et pour l'argent aussi. Et là-bas, t'as découvert quoi sur la danse? J'ai aussi dansé en Europe. Je suis allé travailler avec Laura Scozzi, pour le coup.
rattrapé, j'ai fait un opéra avec elle, etc. Donc c'était marrant. J'ai voyagé. Et pardon? Et là-bas, en Israël, ouais. T'as découvert quoi sur la danse? Alors là-bas, en Israël, on se rend compte du niveau d'exigence technique. Il est là, très très supérieur à ce qui se passe en France, mais vraiment. Genre, et ça vient d'où ça, tu crois? c'est une espèce, ça vient d'une culture mélangée. Déjà, il y a quelque chose de très américain. Les Américains sont très violents avec le corps, mais ils vont très très loin. Donc très très jeunes, ils sont à un très haut niveau technique. Donc il y a un peu ça, mais avec plus d'intelligence à l'européenne. Donc il y a une espèce de qualité de la gestion de cette progression qui n'est pas dans la violence, qui est vraiment intelligente. Et après, je pense, et là on rentre en anthropologie, mais moi c'est peut-être des raccourcis, mais j'ai l'impression que le corps israélien, il y a une culture du corps en Israël très très forte parce que la Shoah, parce que peut-être des choses où le corps a été massacré, le corps juif. Je pense qu'il y a une reconstruction d'une esthétique et d'une identité physique qui fait qu'il y a un niveau de recherche et d'approfondissement du travail qui est énorme. Et, et ça se confronte dans tout. C'est-à-dire qu'il y a des techniques somatiques, par exemple, Ilan Lev, des techniques de massage qui vont super loin, qui sont d'une efficacité absolue. Il y a du travail du corps sur le culturisme aussi, par exemple, des trucs d'acrobatie, voilà, il y a un très haut niveau physique, d'exigence dans le sport de combat, dans tous les domaines, et la danse encore plus que tout, puisque bon, voilà, il y a Ohad en particulier qui a créé le Gaga, qui a développé quelque chose qui prend une ampleur énorme, mais même dans d'autres compagnies, en Fleurwork, chez Vertigo, il y a une espèce d'approfondissement de la recherche, une focalisation sur le mouvement qu'on a perdu ici, parce que nous, on a eu une vraie rupture avec le ballet. Et au bout d'un moment, il fallait absolument intellectualiser totalement la danse. Eux, ils ont intellectualisé le corps. Donc, ils sont rentrés une espèce de zoom dans la qualité du travail physique, qui fait qu'ils sont à des niveaux d'exigence et de détail. Voilà. Hein. Et Gaga, ça prend de la place partout grâce à ces efforts-là. Et toi, tu découvres quoi sur toi, là-bas? Dans tes qualités de danseur? Tout ça, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment le Gaga, ça a été mon entraînement constant. Et donc, j'ai vu que je pouvais devenir vraiment souple, alors que je pense j'avais des facilités, mais pas si énormes que ça. Je devenais une souplesse énorme, la musculature, enfin, tout s'ouvre, quoi, parce qu'il y a de la place. Après, il fait chaud là-bas aussi, le fait qu'il fasse chaud tout le temps, il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas les petites douleurs d'articulation. Voilà, cette humidité, cette chaleur fait qu'on est tout le temps souple, quoi. Donc on se transpire tout le temps, on tire, on s'étire. Il y a cette culture-là, donc tu rentres dans le studio, tu es inspiré par les autres corps aussi, qui sont extrêmement souples, extrêmement gymnastes et puissants. Donc, voilà. Et il fallait intégrer la Batsheva? Ouais, après c'est vrai que quand tu es là-bas, tout le monde se focalise dessus. C'est le Graal. C'est le Graal. Moi, je pense que ça m'a aidé beaucoup de m'en foutre. Enfin, non, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en même temps, j'ai auditionné 3 fois, donc je m'en foutais pas du tout, parce que j'ai testé 3 fois cette audition qui est une des plus dures du monde. Mais en même temps, vu que j'étais âgé, que j'avais pas pensé à ça toute ma vie, puisque je connaissais pas la Batsheva avant 2015-14, je savais même pas ce que c'était, ni Gaga ni rien. Donc j'ai découvert et ma fraîcheur m'a aidé à rentrer. Et quand j'ai été pris, ouais, ça fonctionnait, quoi. Ça fonctionnait. C'est vrai que c'est un Graal et que ça m'a ouvert toutes les portes ensuite, puisque voilà, je suis resté qu'1 an là-bas, même pas dans la compagnie principale, parce que de toute façon je supportais pas. Ma vie là-bas, ce pays, etc. Non, mais c'est vrai, ma vie là-bas était très compliquée vers la fin, et donc je pouvais pas rester, et j'ai eu des conflits avec la direction, etc. Machin. Donc je suis parti, et pourtant, voilà, tout le monde sait ce que j'ai fait, quoi. Tout le monde sait voilà, j'ai fait 135 shows en une saison de 11 mois, j'ai fait le tour du monde. Génial. J'ai été payé une misère, donc voilà, tout le monde sait que je suis un soldat, quoi. T'es un soldat, t'étais épuisé, t'es sorti rincé. Je suis sorti épuisé, mais fort. Ouais. Fort dans le mouvement. Très fort dans le mouvement et très endurant, et voilà, je peux faire beaucoup de choses, quoi. Ça m'a aussi ouvert les possibles. Et aussi avec cette envie d'être professeur certifié, ça c'était un truc en plus, parce que tu t'es dit je vais répandre la bonne parole du Gaga, parce que alors, ça y est, moi je suis converti. Ah non, bah justement, moi je déteste ce côté-là, le côté converti, le côté religieux et le côté sectaire, parce qu'il y en a un dans toutes les pratiques comme ça, dans toutes les grosses compagnies de manière générale.
c'est un truc que je refuse, mais par contre, la pratique est géniale. C'est-à-dire que Gaga, c'est génial. C'est vraiment ce qui m'a, moi, fait tenir dans la danse contemporaine. Quand j'ai rencontré ça, je me suis dit, ah, enfin, un format de cours qui combine ma volonté d'être libre et de rechercher en impro toutes mes capacités, de les étirer, de tirer des fils entre tout ce que j'ai déjà traversé. Enfin, c'était vraiment le médium parfait, combinaison de plein de techniques qui existent déjà. Voilà, Oad, il a refait une recomposition de plein de choses, évidemment, qu'il a traversé lui. Et ça tombait pile. Et donc, je pense que, en fait, la certification, il l'a donnée à... Voilà, il a choisi, il a vu des gens qui, plus ou moins, on a fait 2-3 cours test, et puis après, il nous a dit, toi, voilà. Donc il a donné pas mal de certificats, c'était la fin. Et ensuite, il a arrêté de faire ça. Là. Les jeunes qui passent qu'un an dans sa compagnie, ils doivent repayer une formation. Nous, on l'a eu parce qu'on était un peu plus âgés, on était assez avancés, un peu plus matures. Puisque moi, je suis rentré à Bacha, j'avais 27 ans. Donc j'étais un vieux, ouais. Ouais, j'étais vraiment vieux parce qu'ils ont tous 18 ans, 20 ans. On était 4, 5 à avoir plus de 25. C'était rarissime, ça jamais arrivé. C'était jamais arrivé, ça c'est pas reproduit. Il a eu une mauvaise expérience avec les vieux. Ouais, on a eu cette certification et depuis j'enseigne énormément à Paris depuis 2018 et dans le monde. Et c'est quelque chose que j'adore parce que j'y trouve ma liberté. Je suis en respect de la méthode telle qu'elle est, mais j'ajoute mon grain de sel, ma liberté surtout. Et voilà, je sors de ce truc sectaire qui peut être gênant et qui existe dedans. Mais en même temps, il y a une exigence magnifique dans le travail qu'on essaie de maintenir. On est toujours en lien. Moi, je suis tout le temps en lien avec, évidemment, OAD, avec le Gaga, la source. On a très souvent des discussions, des updates, avec là où la recherche il y a une recherche. Se dirige. Ah oui, dans un mouvement qui perdure. Voilà, c'est ça. On a toute une communauté de professeurs qui se réunit avec des cours tests, avec des évaluations d'autres professeurs et on se donne des cours et voilà, on parle plus de ça, on parle de ça, ouais, mais regarde, ça c'est plus intéressant. Voilà. Et alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que là on en parle comme si tout le monde était super, tu vois, imagine-toi en 2013, avant de... qu'est-ce qu'il y a de différent dans le Gaga en fait? Écrire, c'est un cours d'improvisation dirigée avec le professeur au centre de l'espace, pas de miroir, pas de public, pas d'observateur. Déjà on se regarde pas. On se regarde pas, du coup. C'est-à-dire, personne te regarde et on se regarde pas soi-même en miroir. Par contre, on se regarde entre nous, évidemment, puisqu'on est dans un espace partagé, un groupe, avec les yeux ouverts, et on essaie de pas fermer les yeux, justement, comme règle, c'est une des règles de base, parce qu'on veut pas être introverti, on veut pas entrer dans la masturbation qu'on peut avoir avec ces sensations, on veut justement travailler les sensations et le contact avec l'extérieur, et le plaisir dans l'effort, etc. Et le professeur partage son expérience constamment. Donc, pour les cours professionnels Gaga Dancers, c'est 1h15. Pour les cours amateurs ouverts à tous, c'est 1h. Et le professeur expérimente et bouge et décrit ce qu'il fait et trouve des images pour aider si c'est pas clair, etc., en détail, avec plein de manières d'approcher le mouvement qui vont, voilà, on va dans la direction du plaisir dans l'effort, de pousser les limites, de travailler l'explosivité, la souplesse et tout ça à travers une espèce de jeu, un grand jeu, quoi. Il y a une approche ludique de la danse. Pour moi, la danse, c'est ludique. Donc, il y a des gens qui transforment ça en cauchemar. Non, mais c'est vrai, ça existe depuis toujours. Déjà, la danse classique, la plupart de la danse classique, il n'y a plus de ludisme du tout, c'est que du cauchemar où on se regarde, on se fouette et on se fait fouetter. Alors, il y a des gens qui aiment ça, des gens qui trouvent que ça leur va parce qu'ils aiment bien le conflit, puis il y a d'autres qui se font massacrer. J'en ai vu plein. Donc, voilà, moi, je favorise le ludisme dans tout, même dans les choses très extrêmes et très dures. Et on va dans des choses très dures. Physiquement, il y a des gens qui sont en handicap ou surpoids ou un truc. On va pour le dépasser, il faut s'amuser en fait. Si on rigole pas, c'est très compliqué de souffrir. Voilà. Donc moi, je joue avec ça tout le temps. Donc il y a ce ludisme, il y a la musique. Voilà, chacun fait son choix de playlist. Moi, j'essaye de vraiment mettre de la musique. Voilà, moi, je viens du hip-hop, donc ma culture hip-hop, là, je peux lui laisser sa place. C'est ça aussi qui m'a convaincu énormément. C'est-à-dire que pouvoir faire un cours de danse contemporaine où il y a de la musique hip-hop, c'est rarissime, ça existe nulle part. Tout le monde va ou dans le silence, ou un claquement de doigts, ou un petit tambour. T'as l'impression de tout réunir. Ah ouais, voilà. J'ai l'impression d'avoir la place de faire ce que je veux. Donc, pourquoi je continue d'enseigner ça avec autant de plaisir après autant d'années. D'ailleurs, mon cours à Paris commence à ramener beaucoup de
de gens de plein de milieux, du cinéma, de partout. Et les gens se retrouvent avec moi et ça fait plaisir, moi j'adore ça. Et ça, tu vas le faire encore pendant longtemps? Ah, moi, si je peux le faire jusqu'à la mort, si j'ai le temps. Non, vraiment, si j'ai le temps de le faire jusqu'à. Je vois dans quel état est Oad physiquement. Ouais, 70 ans, il est pas beau, mal. Ouais, il est beau. Hein. Il est beau, en vrai, voilà. Tu vois que ça Même maintient objectif. comme ça? Ça maintient, ouais. ça maintient, je sûr. vais me mettre au gaga, je Tous passe les pas jours. trop Non, tard. mais c'est danser, quoi. Bouger, faire un truc toute sa vie, c'est ce qui fait tenir les humains. Ce qui nous perd maintenant, pourquoi on est tous malades, c'est parce qu'on bouge plus. Les gens font rien, ils sont assis, ils mangent. Cancer, c'est tout. Ah, mais c'est sympa, non, c'est mais gay, dis donc. Et les déclics que tu as eus, toi? Je te laisse boire, vas-y. Excuse-moi, merci. Non, attends. Prends ton temps. Les déclics. Ouais. Ouais, bah, je pense que justement le cours de Gaga, en tout cas cette recherche-là, c'est vraiment une place pour ça, puisque on n'impose pas de mouvement, mais on parle d'une recherche. Donc chacun cherche avec le professeur, avec son propre corps. Et donc, on a des espèces de moments de découverte. Ah, mais parce qu'on parle de sensations et on essaie de ressentir quelque chose. Et on te dit, essaye de voir comment la rotation de ton épaule, là, tu peux aller beaucoup plus loin en lâchant prise à ce moment-là. Et on donne des images et tac, et d'un coup, il y a des déclics. Donc, j'en ai eu des milliers de déclics grâce à ça. Je pense que le plus important, un des plus gros déclics de ma carrière pour l'instant, c'est les blessures ne sont pas des comment dire, sont pas réversibles. Les blessures sont des étapes avec lesquelles on avance. Moi, je me suis blessé quelques fois, des choses plus ou moins graves. Et en fait, on peut, et c'est pour ça qu'il l'a créé à la base aussi, le Gaga, par exemple. Moi, c'est pas tellement à travers le Gaga que j'ai découvert ça, mais au cours de ma carrière en général, avec tout ce que j'ai traversé, un des conseils que j'ai pour les gens, c'est ne pas être dans le déni. En danse. Tu composes avec. En danse, faut jamais être dans le déni de rien. Ni de ses émotions d'ailleurs. Quand on n'est pas bien, il faut pas venir et faire semblant d'être bien pour danser. Il faut accepter de pas être bien et danser en n'étant pas bien et voir ce qui se passe. Pareil pour quand on est heureux, laisser la chose vivre. Quand on est blessé, quand on a mal à ce genou, il faut pas danser en force en se disant j'ai pas mal au genou, j'ai très mal au genou, comment je fais pour continuer ou retransformer ma danse. Et en fait, on fait des espèces de sauts de progression monstrueux quand on se blesse et qu'on comprend. C'est là où on devient bien meilleur danseur. C'est-à-dire que si j'avais eu cette compréhension dès le début, voilà. Après ma carrière elle est relativement courte puisque j'ai commencé tard, mais quand même. Et tu rentres en France avec. C'était quoi le plan à ce moment-là? Il y avait un plan ou pas? Non, il n'y a pas de plan. Hein. C'est rupture avec Israël, avec ma copine, avec tout, avec le pays, et puis j'en pouvais plus. Et je rentre de New York avec mon père. Et non, j'arrive à Paris, j'arrive, on m'appelle. On m'appelle à Maladie Nord, on m'appelle pour reprendre un rôle tout de suite, donc je fais une créa directe. Et puis après, je me dis, voilà, j'enseigne, j'avance. En France, il y a cette espèce de luxe absolu de l'intermittence qui est une espèce de statut magique qui n'existe nulle part dans le monde. Donc quand on a voyagé, on se rend bien compte de la chance qu'on a ici. Il faut le dire. Ouais, vraiment, c'est vraiment une chance monstrueuse. Donc on peut tenir, on peut être plus créatif, avoir plus de temps pour réfléchir à ce qu'on va faire à la suite. Donc grâce à ce statut aussi, j'ai pu avancer, monter ma compagnie, enfin commencer à imaginer des projets, monter ma compagnie. Voilà, il y a l'appel de la chorégraphie. Ouais, vraiment. T'as envie, ouais. Ouais, j'ai créé à Batsheva vraiment dans les moments de crise. Au moment où j'étais dans les moments les plus durs, j'ai fait un germe de pièces très dures, théâtrales. Et à partir de là, j'ai fait une pièce d'1 heure avec Paul Lamy, donc mon collaborateur avec qui on a créé Acno. On a repris ce travail d'un 15 minutes et on en a fait 1 heure en plusieurs années en travaillant, en essayant de réécrire, en comprenant ce dont on voulait parler, etc. sur la famille. Et on a fait cette pièce, voilà, dont on est assez fiers. Et puis, ouais, la création, je crée beaucoup dans des stages, je crée aussi beaucoup avec des jeunes. Par exemple, au CRR de Boulogne, on m'appelle pour faire une création. Dans des jeunes compagnies, le ballet, jeune ballet de studio harmonique, des formations. Là, je fais un stage où je fais un atelier chorégraphique créatif à Collioure, dans le stage international des 8, là, du 9 au 13 juillet. Bon voilà, la chorégraphie, c'est quand même super riche. C'est créer de la matière. C'est créer de la matière, c'est travailler avec des gens vraiment, partager et avec des gens ses envies,
les voir se transformer chez les gens, les réaccepter différentes, c'est jouissif. C'est très excitant en termes de management, si on aime ça, travailler avec les gens et comprendre et s'adapter à chacun. Ça peut être très dur aussi, parce que là, prendre responsabilité sur les gens, payer des gens, tout ça, c'est beaucoup de travail, c'est très dur. Ça demande énormément de force de diriger, hein. C'est être à son échelle patron, etc. C'est toujours très très dur. C'est un autre métier vraiment qu'être juste interprète. Mais c'est passionnant. Et là, les rêves, c'est quoi? Bah là, c'est l'acting, moi, c'est vrai. Là, c'est ce que tu veux pousser. J'investis beaucoup de temps, ouais, pour devenir, pour rentrer dans ce lieu du cinéma. En fait, c'est vraiment le cinéma que je me rends compte que même quand je crée des pièces, mes inspirations principales, c'est le cinéma, c'est mon art majeur dans ma tête. Il y a tout dedans pour moi. Il y a la musique, il y a le travail, il y a le jeu d'acteur, il y a la danse, potentiellement. En tout cas, le mouvement, que ce soit dans le mouvement de caméra, dans la réal, bon. Et donc, c'est vraiment une espèce de combinaison parfaite. On est passionné de films avec Paul aussi. On essaie d'écrire. Voilà, on avance dans ce sens-là. Et moi, je pense que j'ai encore le temps d'être interprète. J'ai encore envie de l'être. Je pense que je n'ai pas juste envie de disparaître derrière mes créations et la caméra non plus. Donc, j'investis du temps là-dedans. Et mon rêve, c'est ça, c'est le cinéma, la suite. L'image, parce que aussi, ça se fixe. J'ai fait énormément de théâtre, donc que du théâtre vivant, qui est magnifique et merveilleux et qui est une sensation unique qui ne peut pas être reproduite autrement, mais j'aimerais bien fixer des choses. Et j'ai fait là des films magnifiques avec Benjamin Serroussi pour la musique de Koki Nakano, produit par Olivier Bassuet qui vient de Heartbridge, la production de Quad Films, donc des grosses productions de films. On a fait des très beaux films, donc j'ai laissé des traces en tant que danseur, mais maintenant j'ai envie aussi en tant qu'acteur. C'est important pour toi? Ouais, c'est quoi, un truc de mémoire? Ouais, c'est vrai, c'est ça. Un héritage? Ouais, de l'héritage. Moi, voir les films de mon père, voilà, ma mère, je l'ai vu sur scène, mon père, je l'ai vu sur scène. Mon père, il a des films, ma mère, elle n'a pas énormément de films, donc je me dis, j'aimerais bien, ouais, c'est bien d'avoir des choses qui restent. C'est beau. Garder l'ineffable. Puis ouais, puisqu'on disparaît à la fin, on est de la poussière. Donc pourquoi pas laisser des petites choses, c'est de la nature. C'est la culture, quoi. La culture humaine, c'est de laisser des traces. Et pour la danse en France, t'aimerais quoi? Pour la danse en France, y a un truc que j'aimerais beaucoup, alors c'est politique, là, on va entrer en politique. Ouais, moi j'aime bien aussi. Ouais, bien sûr. Alors déjà, j'aimerais ce retour d'une virtuosité qui est possible totalement, parce qu'il y a vraiment des créateurs qui sont là pour ça. C'est beaucoup dans le hip-hop qu'on a cette virtuosité, mais on l'a peu perdu en danse contemporaine. Donc on ramène aussi du mouvement pur, qu'il y ait beaucoup de force là-dedans, même si c'est passionnant, toutes les recherches qui sont faites, qui sont très intellectuelles, avec beaucoup de recherches en profondeur, historique, politique. Il y a des choses très belles qui se font, mais je pense que c'est pas à séparer d'après moi, ça va ensemble. Et c'est pas l'un moins l'autre, je pense que ça s'annule pas du tout. Et j'aimerais, alors poétiquement, j'ai une idée que j'essaie d'amener d'ailleurs à la politique de la culture depuis quelques années, j'en parle, c'est prendre un exemple un peu anglo-saxon. Alors tout de suite on panique en France quand on parle de ça, parce que voilà, c'est la guerre avec eux, et je comprends très bien pourquoi, mais on manque un peu d'esprit de coproduction, d'aide, de production, c'est-à-dire on voit quelque chose de nouveau, de jeune, de frais qui se présente. On est frileux ou on est jaloux. Alors qu'avec un peu plus d'excitation, on pourrait, par exemple, les financements de CCN, il y a des exigences à la création qui sont annuelles. Moi, en tant que créateur, et je pense que tout le monde se reconnaît là-dedans, on n'a pas une bonne idée tous les ans. C'est pas vrai. et c'est pas automatique. Donc c'est possible. Je ne dis pas que c'est pas possible. Mais je suis sûr que sur 5-6 ans de direction, on a 2 bonnes idées peut-être, et les 2 autres, quoi. Donc on se force à créer, on gaspille de l'argent, c'est faux. Mais je veux dire, voilà, pourquoi ne pas forcer, ou en tout cas favoriser la production de jeunes créateurs avec les mêmes moyens. C'est-à-dire le même moyen de diffusion, de création, on prend des risques. Je pense qu'on prend pas assez de risques en France, parce qu'on a beaucoup de soutien de l'État, donc tout est un peu en hésitation. Aussi parce que quand on arrive enfin à cette position de pouvoir, on a envie d'en profiter, on a envie de prendre l'argent, etc. C'est tout à fait normal, je comprends tout à fait. Mais je pense que ça pourrait être très intéressant pour le paysage créatif
de la danse française que tous les lieux de création aient biannuellement une obligation de production de quelqu'un d'autre avec les mêmes moyens. Et c'est pas juste j'ouvre mes studios et tu peux commencer à créer et galérer pendant les 10 prochaines années. Non, d'un coup, je fais un banco. Lui, il a quelque chose, je l'aide, je mets mon nom à côté. Tu fais un gros pari sur toi. Voilà, c'est ça. En tant on a déjà un grand nom quand on arrive à la tête d'un CCN ou quelque chose. Et donc, on dit un tel produit un tel. Avec les deux noms à côté. C'est très fort. Quand je dis anglo-saxon, c'est que dans la culture hip-hop, par exemple, de la musique, voilà, les grands rappeurs, labels. Voilà, les grands labels, les grands rappeurs, ils ont produit. Et c'est comme ça que, je veux dire, Eminem, il a produit 50 Cent. Voilà, ça, c'est mon enfance. Et ben, il n'y a pas de jalousie. Eminem, son nom sera toujours associé à 50 Cent et c'est superbe. Et il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de conflit. Voilà, moi, c'est une petite idée qui pourrait être une grande idée pour la création en France. J'espère. Ok, ben on la prend. J'espère qu'elle sera entendue. On va s'approcher de la conclusion. Ok. T'as des choses à rajouter ou pas? Des envies? Non, franchement, on a vraiment recouvert beaucoup de choses. Et voilà, j'invite tout le monde à danser le plus possible, que ce soit en club, que ce soit dans la forêt, que ce soit à un mariage ou en cours de danse. J'invite tout le monde surtout à aller au théâtre. Et surtout les jeunes, à ne pas avoir peur des théâtres, de tester, de mettre 30 € par-ci, par un mois. Vous avez ceux qui ont le pass jeune en plus, vraiment les utiliser pour aller voir du spectacle vivant parce que vous pourrez avoir des chocs esthétiques qui peuvent changer votre vie, en vrai. Alors justement, tiens, un petit quiz pour toi. Ton dernier choc esthétique? Mon dernier choc esthétique. Bah là, je suis allé voir Pina Bausch à Châtelet, là. Barbe Bleue. Et c'est assez impressionnant de voir une pièce qui date des années 70, 80, fin 70. Ne pas avoir vieilli du tout. Il n'y a aucun élément qui a vieilli. Alors c'était... Ouais. Esthétiquement, c'était vraiment un plateau magnifique. Mais mon dernier choc esthétique, qu'est-ce que c'était? C'est un film que j'ai vu en avant-première, que je peux pas trop spoiler, qui est sorti à la semaine de la critique à Cannes. C'était le seul film français qui s'appelle Nos cérémonies de Simon Rieth, le réalisateur, avec une direction de la photographie par Marine Altan, je crois son nom, absolument inimaginable, un son dont j'ai oublié le créateur son, incroyable, un travail sur l'enfance qui m'a vraiment touché, et j'ai trouvé un jeune réalisateur de 25 ans qui est capable de parler de l'enfance avec autant de maturité. J'ai trouvé ça, enfin moi ça m'a vraiment, voilà, ça m'a fait vibrer. Donc ce film là il va sortir en mars je crois de l'année prochaine et il faut aller le voir. Ok. Un danseur qui t'inspire? Ouais, alors c'est le même depuis très longtemps, même si peut-être qu'il devient fou. C'est Storyboard P. C'est un grand danseur de hip-hop de New York, des Battlefest, etc. Un immense danseur qui défie complètement toutes les lois de gravité. C'est vraiment incroyable à voir. Donc Storyboard comme le storyboard de cinéma et la lettre P après, allez voir ça. Et un autre danseur, ce serait Douglas Adgeren, qui est un ex-danseur de Batsheva, de tout, de Lev, Sharon Eyal, puis Pina Bausch, puis là il est chez Crystal Pite. C'est le plus beau danseur que j'ai vu de ma vie en danseur contemporain. Ah, ces deux hommes. Ça nous va, tu sais, c'est pas grave, c'est pas cité de femme. Et Khani Sirkis, qui quitte malheureusement à Batsheva, mais avec qui j'ai dansé, avec qui j'ai créé ma première pièce, qui est sans doute la plus belle danseuse que j'ai vue au monde. Ouais. Khani Sirkis, grande danseuse israélienne, très jeune, mais très incroyable. Et là, tu serais très heureux si un chorégraphe t'appelait, ça serait lequel? La Crystal Pite, hein, franchement. La Crystal Pite, avec grand plaisir de travailler avec elle. J'ai rencontré Rachid Ourandan de Chaillot récemment, et je l'ai rencontré dans le travail pour le défilé d'Issey Miyake, et j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui avait une âme assez rare d'humilité, de générosité. Donc je suis intéressé parce que moi j'ai été très choqué évidemment par des grands gourous comme Ohad, etc. Donc j'attends vraiment
des gens, une espèce de douceur, ou en tout cas une écoute. Et j'ai cru percevoir ça chez Rachid, donc avec plaisir, je vais lui écrire d'ailleurs. Ok. Spoiler alert. Et une musique? Alors moi, en ce moment, je travaille beaucoup avec Koki Nakano, donc je vais le citer à nouveau. Son travail de performance en live, il est vraiment inimaginable. Koki Nakano, donc c'est un pianiste contemporain japonais qui a sorti un album qui s'appelle Oceanic Feeling. Oceanic Feeling. Oceanic Feeling, qui parle du rapport entre le liquide amniotique et la composition de la mer, et qui a fait tout un album pendant le confinement qui est complètement aqueux et océanique, qui est fort, qui est beau, à qui je performe. On fait des showcases. J'étais au festival Sœurs Jumelles de Julie Gaillet avec ça là, il y a quelques jours. Et voilà, c'est un projet qui prend de plus en plus de place. Les films que j'ai fait qui sont sur Naoness, ces clips. Donc il y a énormément de choses qui se lient avec ça, donc sa musique, ouais. Et toi, les mots que t'aimes poser sur ta danse? Ouais. J'ai dit un animal. Hein. Pour moi, c'est la sauvagerie. Ouais, ça restera de l'instinct pur, la danse. Tu convoques pas des mots quand tu danses? Que je convoque? Ouais. Non, tu te dis pas. Non, je pense que je suis tellement transparent que genre, je laisse sortir. Là, ce dimanche, on va faire une performance en soutien aux femmes et à la difficulté qu'elles ont là, aussi aux États-Unis avec ce qui se passe, avec le recul des droits des femmes, c'est absolument ridicule. C'est tellement choquant que... Bon, on fait une performance normalement à Paris. Où ça? Ce dimanche, avec JR et d'autres grands artistes, on va faire quelque chose en dessous de la Statue de la Liberté, à Paris, sur le pont, là. Et j'ai écrit des textes voilà, sur ma mère, sur les choses. On va essayer de parler de ça, quoi. De voir que... Ouais. Donc je convoque les mots qui me viennent. J'écris beaucoup de poésie, donc c'est des choses différentes. La danse, c'est plus sauvage. Et les textes, c'est encore autre chose. Et tu veux nous conclure avec quelques mots, là, ou pas? Parce qu'on ne peut pas te voir danser, donc... Je vous lise un truc. Allez, je sais pas, si t'as envie. Pour terminer. Je vais vous lire juste un tout petit bout de... Un truc que t'as écrit? Ouais. Allez. C'est juste la fin d'un poème. Qui est un peu triste, mais c'est une phrase qui compte pour moi. Si seulement le temps de se battre contre moi s'arrêtait un instant pour me prendre dans ses bras, me montrer qu'il est plein de milliards de secondes que je pourrais gaspiller jusqu'à la fin du monde. Waouh. Merci. Merci. Merci infiniment, Mourad. Salut. Merci, Dorothée. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.